Eh bien, écoutez, on va commencer. Donc, je suis très content de pouvoir animer cet après-midi avec Axel Menu du Health Data Hub. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de travailler sur les opportunités, les limites des freins concernant l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative. Très clairement, l'intelligence artificielle, on entend parler beaucoup, avec des investissements stratosphériques aux États-Unis, avec les Chinois qui arrivent avec des trucs moins chers. Donc tout le monde parle de l'IA dans tous les sens. Dans le domaine de la santé, on voit bien l'intérêt que ça a dans le domaine de la pharma. Évidemment, on va voir ça. Dans le domaine de la recherche, Google est capable d'obtenir des prix Nobel. Donc indiscutablement, ça marche dans le domaine de la recherche. On verra que dans le domaine du soin, eh ben, on en parle beaucoup, mais finalement, on n'en fait pas tant que ça. Et l'objectif, ça va être d'échanger en effet avec nos invités sur ces différents sujets. Donc l'idée, c'est qu'on va faire 3 périodes de 20 minutes autour justement des opportunités, des limites et des freins à faire sauter pour que justement on arrive à implémenter l'IA de manière plus efficace. Donc on a aujourd'hui un clinicien, chercheur, 2 personnes des Big Pharma et une start-upeuse. Donc moi, je vais présenter les cliniciens, puisque je suis très content d'avoir Valérie Paradis à mes côtés. Valérie, je la connais depuis très longtemps. Elle fait de l'anapath à Beaujon et beaucoup de choses autour du numérique, et elle a créé en particulier un tiers-lieu d'expérimentation qui s'appelle Sentinelle, qui permet justement d'essayer d'implémenter de l'IA à l'hôpital. Et puis il y a mon ami Alexandre Loupi, avec qui on travaille beaucoup aussi, avec qui on monte un gros PEPR dans le domaine de la transplantation, qui est un chercheur, qui est un très grand chercheur français et qui connaît très bien la data science dans le domaine de la transplantation en général. Et je vais laisser la parole à Axel. Merci Eric pour cette introduction, et nous sommes ravis aussi à cette table ronde d'avoir avec nous Thibaut Desmarais, qui est président de GSK France, donc l'un des gros industriels mentionnés par Eric. Autre industriel à ma droite, nous avons Monsieur David Pellegrin, qui est responsable développement marché e-santé chez Roche Diagnostic France. Et enfin, last but not least, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Sanae Sali, qui est CEO de la start-up Diadip. Voilà, pour les forces en présence. Alors, pour démarrer le premier temps d'écoute de nos intervenants, on va se rentrer dans le sujet de l'IA appliquée au secteur de la santé par des cas d'usage. Et donc, ce qu'on va demander à chacun de nos collègues ici présents, c'est de partager avec nous des cas d'usage, des illustrations, des résultats observés, chacun dans leur domaine. Vous voyez que les domaines sont bien différents, recherche, clinique, applications industrielles. Donc les résultats observés, les technologies qui leur semblent prometteuses dans ce qu'ils observent, dans leur pratique. Et puis, peut-être que certains aborderont aussi le sujet de qu'est-ce qui peut être une utilisation optimale de l'IA dans leur contexte d'exercice professionnel. On va démarrer l'éclairage et la réponse à ces questions et la présentation de cas d'usage, de cas pratiques avec Valérie. Donc Valérie, que pouvez-vous nous dire? Quel cas d'usage pouvez-vous mettre en avant pour nous entraîner dans la... Très bien. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors moi, je suis une anatomopathologiste, c'est-à-dire que je regarde encore aujourd'hui au microscope les tissus que l'on nous envoie, et donc je représente une partie de l'imagerie médicale. Et ce que je voudrais dire en préambule, c'est que l'imagerie médicale est une discipline très attractive pour l'IA. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a énormément de solutions numériques sur l'imagerie médicale qui sont développées. Malheureusement, je dois dire que très peu sont arrivés à un stade assez mature pour être utilisés en routine. Par contre, on voit qu'on a des perspectives très intéressantes, et en particulier dans mon domaine de l'anatomopathologie, les solutions numériques pourraient déjà répondre à 2 tâches simples. Une, c'est quantifier au sein d'une coupe tissulaire, d'une biopsie, la quantité d'une cellule d'un type donné. Par exemple, des cellules immunitaires pour prédire la réponse à un traitement.
par immunothérapie. Une deuxième application qui pourrait être vraiment, qui est simple mais qui pourrait être très utile rapidement, c'est faire de la segmentation sur nos coupes histologiques comme en radiologie, c'est-à-dire d'aller contourer la zone tumorale, le nodule tumoral. Donc tout ça, c'est des tâches qui, pour moi, qui ne suis pas développeuse de solutions numériques, me paraissent simples et qui pourraient vraiment avoir un impact très important dans la prise en charge et dans notre routine. Merci Valérie pour cette première entière en matière à partir de cas d'usage d'utilisation de l'IA appliquée à des images. On va poursuivre la plongée dans les cas d'usage avec Alexandre. Donc, en tant que néphrologue, spécialiste de la transplantation d'organes, mais aussi chercheur, quel cas d'usage tu peux nous mettre en avant? Oui, bonjour et merci. Sur mon temps. Oui. Et merci beaucoup pour l'invitation. Nous, on s'attaque à la problématique des patients transplantés d'organes. Et les deux grandes questions que l'on se pose, c'est d'abord qui transplanter, est-ce que ça va être utile ou futile pour le patient? Et deuxièmement, une fois que les patients sont transplantés, ils rentrent dans une séquence complexe où ils vont subir différentes agressions, des maladies infectieuses, des cancers, des pathologies cardiovasculaires et le rejet de l'organe. Et donc, ce constat-là nous a amené à réfléchir autour de la donnée structurée à très fort niveau de profondeur, si on pouvait construire des modèles prédictifs, généralisables, transportables et applicables dans le soin pour améliorer le diagnostic du rejet, mieux stratifier le risque des patients, optimiser les thérapeutiques basées sur des séquences de physiopathologie, de bien caractériser les rejets, et à ce moment-là, également avoir un effet, puisqu'il y a nos collègues de la pharma, sur les essais cliniques du futur, puisqu'en transplantation, eh bien, ces essais cliniques sont limités par leur durée, ça coûte très cher, et l'industrie pharma a un peu désinvesti ce milieu. Donc on essaye de penser que ces modèles prédictifs peuvent être utiles dans le soin, pour la prise de décision, mais également pour virtualiser des essais cliniques et permettre d'avoir la réponse 5 à 7 ans avant le suivi usuel. Et ça nous a amené à construire un outil qui s'appelle iBox, comme Integrative Box, qui est un outil multidimensionnel, prédictif, qui utilise beaucoup de paramètres génétiques, immunologiques, fonctionnels, etc., qui peuvent prédire toutes les trajectoires des patients et qui a reçu la qualification de l'Agence européenne du médicament et qui a été très récemment qualifié aussi par la FDA, un des premiers biomarqueurs digitaux intégratifs qui est considéré comme un critère de jugement pour les essais cliniques. Donc en d'autres termes, si vous êtes un industriel de la pharma et que vous avez un immunosuppresseur, vous utilisez cet algorithme 1 an après la randomisation, vous ne suivez pas les patients pendant 10 ans et vous allez avoir un approval par la FDA de votre médicament en cas de réponse positive sur l'algo. Voilà, donc c'est assez nouveau, ça utilise des données de transplantation et des cohortes de patients captives. Ça a été développé, et je devais le dire, sur des cohortes de patients françaises de notre système hospitalier de médecine sociale à la PHP et ailleurs, et validé un peu partout dans le monde. Donc voilà un petit peu les objectifs. Super, donc un vrai cas pratique appliqué. On va poursuivre notre tour de cas pratique avec Thibaut. Vous avez une expérience très importante de travail dans l'industrie pharmaceutique. Et donc, du coup, voilà, on change de perspective du côté d'un industriel, spécifiquement l'industrie pharma. Quel cas d'usage vous souhaitez nous mettre en avant? Bon, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. J'espère que vous êtes tous encore en forme parce que la journée a été assez longue. Donc, merci d'être là ce soir. Effectivement, alors GSK, juste un petit mot sur GSK rapidement. C'est un laboratoire anglais déjà qui veut dire GlaxoSmithKline. Et nous sommes très investis dans tout ce qui est vaccin, tout ce qui est respiratoire, mais aussi dans les maladies rares et en oncologie. Et pour nous, l'intelligence artificielle, elle est primordiale, qu'elle soit générative ou prédictive, et on l'utilise vraiment à toutes les étapes de la chaîne de valeur du médicament. Alors, les étapes de la chaîne de valeur d'un médicament, c'est quoi? C'est évidemment la recherche, c'est le développement clinique, mais on parle aussi de production. En France, GSK, nous avons 3 sites de production, donc nous sommes le seul pays européen avec autant de sites de production. Donc on utilise beaucoup l'intelligence artificielle dans nos sites de production. C'est aussi pour la commercialisation et pour l'expérience aussi avec les professionnels de santé pour améliorer. Donc plutôt que de longs discours, comme vous l'avez dit, les cas d'usage, c'est ça qu'on recherche ce soir. Donc en cas d'usage, je peux vous en partager un premier qui est en oncologie. Donc en oncologie, nous avons ce que nous appelons des organoïdes. Ce sont des répliques numériques en 3D des tumeurs et sur lesquelles nous pouvons tester en temps réel les molécules pour voir comment elles réagissent. C'est vrai qu'avant, il fallait avoir la tumeur, on faisait ça en laboratoire, ça prenait du temps. Aujourd'hui, on va beaucoup plus vite et il faut savoir qu'il faut à peu près
trouver 10 000 molécules avant de pouvoir en commercialiser une. Donc vous voyez l'effort que ça demande. Donc ces organoïdes en oncologie nous permettent d'accélérer, nous permettent d'avoir aussi des traitements beaucoup plus spécialisés et de répondre à des besoins des patients. Et moi je suis extrêmement enthousiaste et fier parce qu'on voit aujourd'hui, on a un produit qui s'appelle dostarlimab, c'est le nom de la molécule, cancer de l'endomètre, pas d'innovation depuis 20 ans, il est en accès précoce en France aujourd'hui et on a des résultats remarquables et ça c'est l'intelligence artificielle qui a permis de développer rapidement ce type de molécules. Alors après je vous disais aussi on a les sites, nos sites industriels et là on parle de smart manufacturing. Donc on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, je n'ai pas entendu beaucoup de personnes parler de l'industriel donc je vais en parler 30 secondes. Ce qui se passe c'est que quand on produit un médicament et par exemple je prends l'exemple de nos sites en France, 90% de la production est exportée. C'est-à-dire qu'on produit pour plus de 100 pays et malheureusement, chaque pays a un peu son process ou ses demandes spécifiques. Ce qui veut dire que produire des médicaments, ça paraît simple, on se dit c'est le même médicament. Ah, on change la boîte, mais ce n'est pas du tout ça en fait. Donc il y a des process de fabrication qui sont extrêmement compliqués, avec des normes de qualité extrêmement exigeantes. Et là, au moment où je vous parle, nous avons 45 jumeaux numériques qui travaillent sur 10 process de médicaments pour voir comment optimiser, sécuriser et augmenter la fiabilité de la production. Et c'est grâce à ça, par exemple, sur un vaccin dans le Zona, qu'on a pu augmenter d'1 million la production, 1 million d'unités, la production de ce vaccin. Dernier exemple, et je m'arrête là, promis. Vous savez qu'il faut me couper, hein, on l'avait dit. Non, mais vous avez encore. D'accord, ok. On a notre chrono, Dernier exemple, c'est à Évreux. On a fait un partenariat avec Boston Dynamics pour renforcer justement la prévention des risques. Et on a un chien qui est un robot. C'est assez incroyable. Hein. Vous le voyez, il monte les escaliers, il monte à peu près partout, qui tourne 24 heures sur 24 sur le site. Il est bourré de capteurs. Et en fait, il va aller détecter éventuellement une fuite ou une anomalie. Et dès qu'il détecte quelque chose, grâce à l'intelligence artificielle, il la traite. Et il envoie à travers différents réseaux, SMS, téléphone, l'information pour sécuriser le site. Donc à la fois, c'est bien pour les populations, c'est bien pour l'environnement, et ça permet d'avoir 24 heures sur 24 cette surveillance. Trois exemples concrets de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans une big pharma, comme vous dites. Bah, c'était pas méchant, Big Pharma. Non, mais je dis le mot gros, je me disais comment on entend le mot gros, mais c'est tout. Mais c'est un autre débat qu'on peut avoir après. Belle pharma. Voilà, c'est mieux. L'humain s'inquiète que l'IA lui fasse concurrence, mais manifestement, les chiens aussi peuvent s'inquiéter. Merci beaucoup, Thibaut, pour ces illustrations innovantes et passionnantes. On va poursuivre avec un industriel très important. Alors, dans la pharma et dans le diagnostic, on poursuit avec David, plutôt sur le volet diagnostic, justement, Roche Diagnostic, avec toi. Oui, tout à fait, et merci pour l'invitation, merci à vous d'être encore là à cette heure. Effectivement, le groupe Roche, c'est un groupe qui a deux parties, la partie pharma. On va retrouver les usages de l'IA, un peu comme chez GSK, notamment dans les phases de R&D pour accélérer le développement du médicament. Et dans la partie diagnostic, l'IA fait l'apparition dans nos produits. Et ça, c'est nouveau. C'est qu'on ne va pas l'utiliser en R&D, on va l'utiliser vraiment embarqué dans le produit et nos produits vont intégrer de l'IA. J'ai deux cas d'usage par rapport à ça. Un premier dans le diabète, on a maintenant un capteur qui est capable de mesurer la glycémie en temps réel du patient. Et donc, avec l'application patient qu'on va avoir, on est capable de prédire le risque glycémique et notamment le risque glycémique nocturne avec des algorithmes de prédiction. Donc ça, c'est un cas d'usage très simple qui donne directement une information au patient qui peut en cas de glycémie nocturne, être dangereuse. Autre cas d'usage, et là on est dans nos laboratoires de diagnostic, un laboratoire de biologie que vous connaissez. Aujourd'hui, ces laboratoires sortent énormément de données de tests et on a développé des gammes d'algorithmes basés sur l'IA pour leur faire dire plus que ce qu'ils disent aujourd'hui. Notamment, on a un algorithme dans la prédiction du risque de cancer colorectal qui s'appuie sur un hémogramme. Donc l'hémogramme, c'est l'examen biologique qui est le plus prescrit en France. Et aujourd'hui, cette IA va permettre de stratifier les risques patients et déterminer un risque uniquement avec un hémogramme. C'est une innovation qui est particulièrement intéressante dans la mesure où aujourd'hui, il n'y en a que 30% des personnes qui participent au programme de dépistage. Et en utilisant un algorithme comme celui-ci, on pourrait vraiment étendre la participation en s'appuyant sur la donnée qui est produite avec un second usage. Donc là, on voit que l'IA peut à la fois ouvrir des nouvelles perspectives en termes de nouveaux diagnostics, mais aussi en termes de nouvelles modalités, puisque là, on ferait de la santé populationnelle, on pourrait faire tourner l'IA sur un grand nombre de données.
Enfin, on est présent dans les labos d'Anapat depuis longtemps avec des instruments, des machines, des viewers. Et on développe aussi une plateforme qui permet aussi d'avoir des algorithmes de traitement de l'image. Et pour cette activité qui est assez complexe et coûteuse, on travaille aussi beaucoup avec des startups, dont la startup Diadip, avec laquelle on a une collaboration qui nous permet d'accélérer la mise sur le marché d'algorithmes et de donner à nos Anapat plus d'algorithmes. Merci beaucoup David. Et voilà, la transition s'est faite naturellement avec Sanae. En plus, je n'avais pas pensé avant, mais on est remarquable. On démarre ce premier tour avec l'Anapat, on le termine. Peut-être qu'on arrivera à faire aussi bien après. Alors, cas d'usage, Sanae, du côté d'une start-up, l'intégration de l'IA. Donc justement, c'est une start-up qui a été fondée par 50 médecins Anapat, donc qui est la même profession que Dr Paradis, et 2 enseignants-chercheurs, et moi qui suis la chef d'orchestre de l'équipe. Et en fait, on est parti d'un constat simple, donc qui va représenter le cas d'usage. Si on se met tous à la place d'un patient qui a un mélanome, donc la forme la plus agressive d'un cancer de la peau, et on va dire un premier grain de beauté suspect. Donc, l'oncologue, la première question, c'est de savoir est-ce que ce patient va devenir métastatique ou pas. Parce qu'on peut avoir un grain de beauté très faible, enfin en épaisseur, et finalement, 1 an ou 2 ans après, le patient peut devenir métastatique et donc, en fait, son pronostic est engagé. Finalement, le dilemme pour le professionnel de santé, l'oncologue, c'est il va se reposer sur l'œil du pathologiste. L'œil du pathologiste va regarder sur la lame, donc la biopsie du patient, certains critères. Donc, c'est les seuls outils qu'il a aujourd'hui à sa disposition, pour pouvoir finalement prédire si le patient va faire une rechute, comment son cancer va évoluer dans le temps. Et en ayant connaissance de si le patient est là au risque, l'oncologue, il sait très bien qu'il peut dire à son patient « faites-vous suivre régulièrement, tous les 3 mois ou tous les 6 mois, allez voir votre oncologue », voire même le traiter. Sauf qu'aujourd'hui, les anatomopathologistes ne peuvent pas faire de l'individuel, peuvent pas savoir chaque patient avec un diagnostic, enfin un mélanome précoce, lequel des deux va rechuter et lequel ne va pas rechuter. C'est là où nous on intervient. Donc on a développé un algorithme d'IA sur cette image finalement de la biopsie du patient, qui est capable avec une grande prédiction, une grande précision, de savoir quels sont les patients qui vont rechuter dans les 5 ans, dans les 2 ans, et ceux qui ne vont pas rechuter. Résultat, ça va permettre finalement à l'Anapat d'avoir une nouvelle corde à son arc, qu'il n'a pas encore, et puis pour l'oncologue d'avoir moins ce dilemme et mieux adapter la thérapie en fonction du risque du patient. Voilà où on en est. Aujourd'hui, on a apporté la preuve que ça fonctionne sur 900 patients en études rétrospectives, et on peut dire haut et fort, c'est une première mondiale, où on est capable, où il y a une IA aujourd'hui qui est capable de pouvoir donner un résultat avec une grande précision pour la rechute sur le mélanome. Magnifique. Que de belles histoires, des champs d'application, des domaines très variés. Donc, ça va rendre la table ronde très riche. Donc, ces cas d'usage nous donnent des étoiles dans les yeux. Maintenant, on va creuser un petit peu plus loin avec Eric. Est-ce que tout ça a été si facile? L'objectif maintenant, c'est de parler un peu des freins, des difficultés aujourd'hui au quotidien pour pouvoir implémenter l'IA. En fait, je crois que le sujet, c'est que, et ça j'aimerais bien vous écouter là-dessus, c'est le problème aujourd'hui, c'est pas de développer des nouveaux algorithmes d'IA parce qu'il y en a des hectotonnes. Il y a plein de LLM, de RAG, de tout ce que vous voulez. Donc l'objectif est de trouver des applications à l'IA. Et c'est ça qui est, à mon avis, le challenge. Et j'ai vraiment l'impression que c'est un énorme sujet. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire des algos. Et en fait, il faut trouver des applications à des algos qui existent déjà. Donc la première question, je vais la poser à Thibaut. Donc on voit en fait que dans l'industrie, très clairement, et comme plein de structures privées, l'IA se développe très très vite parce qu'en fait, il y a indiscutablement un avantage en termes de capitalisation, de boîtes, etc., d'aller plus vite parce que vous accélérez plein de process. Je suis certain que même vos employés, vos salariés utilisent peut-être du l'IA génératif pour faire des mails, pour faire ce genre de choses. Ce n'est pas quelque chose du tout qui existe aujourd'hui dans les hôpitaux. Donc le sujet, c'est aujourd'hui, vous accélérez la production de médicaments, mais est-ce que vous utilisez aussi
des algorithmes d'IA pour accélérer les essais cliniques. Et typiquement, il y a des solutions qu'on connaît tous qui permettent de récupérer avec une espèce d'arc virtuel. Je vais citer l'IFUN que je connais, mais il y en a probablement beaucoup d'autres. Est-ce que ces outils d'IA qui permettent d'accélérer les essais cliniques, vous les utilisez, vous? Et quels sont les blocages que vous pouvez avoir en fonction des établissements? Parce qu'ils sont sous-tendus par des clouds qui sont parfois pas toujours acceptés dans différents établissements. Donc, est-ce que vous faites de l'IA pour faire des essais cliniques et pas uniquement pour produire des médicaments? Il y a plein de questions dans votre question, là. Déjà, oui, vous avez raison. Chez GSK, comme dans pratiquement tous les grands labos, les employés, les collaborateurs utilisent l'IA de plus en plus. On a des outils en interne. Et je peux vous dire que ça vous change la vie, juste sur un petit truc tout simple, les évaluations de fin d'année qui sont très standardisées dans ces grosses boîtes-là. Avec de l'intelligence artificielle, vous rédigez beaucoup plus vite, vous êtes beaucoup plus pertinent en anglais, enfin voilà. Donc oui, on l'utilise. Et par exemple, notre CEO, Emma Wamsley, est au board de Microsoft. Donc vous voyez que tout ça, c'est intégré. Maintenant, par rapport à votre question, dans les essais cliniques, évidemment, oui, on l'utilise. Et j'ai un exemple plus concret plutôt que de dire oui, on l'utilise. On était en période Covid, on faisait un développement clinique sur un vaccin dans le virus respiratoire syncytial. Vous savez, il y a 3 virus respiratoires, grippe, Covid et celui-là, le VRS, la bronchiolite chez l'enfant. Et là, c'est chez l'adulte. Et en fait, problème au moment du Covid, c'est que lockdown de tout. Donc, où est-ce qu'on va faire notre étude, où, à quel endroit, comment? Et on a justement utilisé l'intelligence artificielle pour modéliser avec des jumeaux numériques justement cette recherche de patients, de combien de patients et où, pour pouvoir avoir et faire la démonstration de l'efficacité de ce produit. Après, ça ne vous fait pas le résultat de votre étude clinique, mais ça vous permet justement d'être beaucoup plus rapide et efficace sur tel centre, tel endroit, il faut tant de patients. Et grâce à ça, on a pu être les premiers à mettre sur le marché ce vaccin contre le VRS pour les patients de plus de 65 ans. Et on a gagné 2 ans dans le développement, alors qu'on était en plein Covid. Un truc qui, honnêtement, avant ça, on aurait été paralysé pendant 2 ans, on aurait attendu la fin du Covid, on aurait repris ou on aurait continué en mode dormant. Et on aurait repris après. Et ça, c'est donc des bras synthétiques qui vous permettent de faire ça. Qui nous permettent de modéliser et après qui nous disent il faut aller à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Le sujet, c'est aujourd'hui, lorsque vous allez travailler avec différents groupes hospitaliers, cliniques, privées, peu importe, il y a des outils qui existent aujourd'hui pour pouvoir accélérer les essais cliniques, mais ce que moi j'ai vécu à l'assistance publique hôpitaux de Paris, c'est qu'il y avait derrière ces outils-là des clouds qui n'étaient pas des clouds souverains, qui faisaient qu'on ne pouvait pas les utiliser dans les différents établissements. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui concerne uniquement la PHP ou est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes souvent confrontés? C'est-à-dire que les établissements publics en particulier vous disent « Non, il est super ton outil, mais il fait intervenir un cloud non souverain, donc on ne peut pas l'utiliser. » Alors aujourd'hui, sur la question spécifique de l'outil par rapport à ces études cliniques, ce sont nos data et c'est avec le centre, donc c'est plutôt une relation, on va dire, binaire. Votre point, à mon avis, il va beaucoup plus loin. Il est sur, en particulier, le SNDS. Aujourd'hui, on a en France une pépite qui s'appelle le SNDS, donc c'est le Système national des données de santé. C'est la plus grosse base de données dans le monde, 68 millions de Français y sont connectés. Toutes les datas de l'assurance maladie, des mutuelles vont dans cette base de données. Et là, effectivement, pour des industriels, mais aussi pour des académiques et pour des chercheurs, ça a énormément de valeur. Parce que si vous voulez comprendre l'épidémiose, si vous voulez voir comment une maladie chronique évolue, là, vous avez une base de données de 68 millions d'individus. C'est fait avec le mode RGPD, donc c'est solide. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser, ce n'est pas comme des bases de données qu'on pourrait avoir dans d'autres pays, je ne vais pas les noter, mais dans d'autres continents à droite et à gauche de l'Europe, où là, un jour, il va avoir un réveil un petit peu brutal, on va dire on ne peut plus utiliser ces données. Nous, nos bases de données en Europe et en particulier en France, avec ce SNDS, c'est solide, on a tous les consentements, mais là, malheureusement, aujourd'hui, cette base de données, elle n'est pas utilisée au niveau où elle pourrait être utilisée. Elle est managée par la CNAM et ils n'ont pas de ressources. Et malheureusement, les groupes comme les nôtres, aujourd'hui, disent on a une nouvelle molécule, on voudrait tester avant des données d'épidémio pour comprendre les tailles des populations, voilà, pour faire des essais cliniques. Quels sont les pays où il y a une base solide de data pour pouvoir justement faire des premiers tests et comprendre où on va aller faire notre développement? Nous, on dit on a le SNDS, on veut faire une étude de faisabilité, plus de 10 mois. Ne serait-ce que pour l'étude de faisabilité. Bilan, le groupe, il ne veut pas attendre 10 mois pour au moins savoir, il va aller dans un pays nordique ou il va aller dans un autre pays. Et là, on perd une opportunité importante pour rendre la France compétitive, attractive sur ce type de données. Donc c'est quelque chose que j'ai abordé ce matin quand on a croisé
Monsieur le ministre, en lui disant il faut absolument que sur ce sujet-là, on bouge. Bah, Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si, non, mais, voilà. après, on va continuer le débat, mais il y a un outil qui est d'ailleurs, Axel y travaille, c'est le Health Data Hub, qui est un outil qui est justement fait pour ça, pour faire un appariement entre le SNDS, des bases de données académiques et des bases de données non académiques. C'est quelque chose qu'il faut absolument utiliser mieux en France. Donc, on va continuer le tour de table. Et donc, la question, c'était maintenant à David sur, en effet, cet algorithme qui permet de pouvoir, dans la vraie vie, donc médecine de ville, être capable de prédire un cancer du côlon, et qui a poussé à faire l'endoscopie. En pratique, comment vous faites pour être capable d'implémenter ces outils en médecine de ville? Et est-ce que vous pensez qu'on peut imaginer de pouvoir justement valider ces algos? Parce qu'en fait, le sujet, c'est que ces algos, c'est là où j'aimerais vous entendre, ces algos, ils sont développés souvent dans des cohortes qui ne sont pas des cohortes françaises, peut-être même validées dans d'autres pays. Donc cet algo, qui est probablement très très bien, est-ce que vous pouvez le mettre en place en médecine de ville en considérant que ce qui a été observé dans d'autres pays, ça va marcher en France, ou vous êtes obligé de pouvoir valider sur des médecins français, justement, l'efficacité de ces algos? La question, c'est médecine de ville et algorithme d'IA. Alors, il y a finalement deux questions dans votre question. La première, c'est la question de la validation de l'algorithme. Et la deuxième, il y a l'intégration dans le parcours du patient et chez le médecin généraliste. Alors, par rapport à la validation, notamment en France, quand on vient avec un algorithme, on nous demande presque systématiquement de le revalider avec une cohorte locale. Donc cet algorithme en question, il a été designé avec une cohorte de départ et validé avec des cohortes dans différents pays, dans 3 pays en tout. Il y a une reproductibilité qui a été fournie, donc on a une performance qui, d'un point de vue scientifique, devrait se reproduire en France. Néanmoins, il est à peu près sûr que si on veut aller au marquage CE, enfin on a le marquage CE, mais si on veut aller plus loin en France, notamment un déploiement, on va devoir faire une étude de performance pour revalider les performances. Et ça, c'est un problème économique parce que finalement, chaque étude locale prend du temps et coûte cher. Et donc, c'est quand même un frein au déploiement quand on a déjà prouvé l'IA. En ce qui concerne son déploiement, et celle-ci en particulier, on a commencé à regarder l'impact organisationnel. C'est-à-dire, cette IA, elle existe, ok, mais où est-ce qu'on la connecte pour que ça fonctionne? Alors déjà, ça nécessite premièrement le consentement du patient. Il faut qu'au moment où on va utiliser cette IA, on n'utilise pas les données du patient sans son consentement. Donc le patient doit être averti, on doit lui demander son accord pour dire « vous avez fait une prise de sang pour, je ne sais pas, vous étiez fatigué, on va utiliser votre résultat si vous êtes d'accord pour faire un dépistage du cancer du côlon ». Donc déjà, ça c'est un process à mettre en place, il y a un processus organisationnel. Ensuite, comment on fait tourner cette IA? Et là, on a commencé à faire une étude, notamment avec la FIAC, on en a parlé tout à l'heure, la filière intelligence artificielle et cancer, sur l'impact organisationnel. Et on a soumis 3 idées de déploiement de cette IA en France. La première, c'est les laboratoires de biologie médicale. C'est eux qui ont 80% des hémogrammes réalisés en ville. Donc, eux pourraient faire tourner l'IA sur leur base de données en ayant collecté le consentement du patient et retourner l'information au médecin traitant pour qu'il puisse la communiquer à son patient. C'est une façon de faire. Ça changera un petit peu la façon de travailler des laboratoires de biologie qui aujourd'hui vous rendent un rapport. Là, à la fin du mois, ils prendraient tous leurs patients éligibles, ils feraient tourner l'IA et ceux qui sortent positifs, il y aurait une information du médecin. Donc là, on ferait de la santé populationnelle au niveau du laboratoire de biologie. Une deuxième hypothèse qu'on a soumise, c'est que le médecin généraliste puisse faire tourner l'IA directement sur son logiciel de gestion de cabinet. Il est avec son patient, il sait, et d'ailleurs c'est dans ses missions, puisque c'est dans sa rémunération à objectif de santé publique du médecin, de suivre ses patients, notamment en dépistage de cancer colorectal. Et là, il peut faire tourner l'IA, il a les résultats de l'hémogramme, et donc l'algorithme, il est implémenté dans le logiciel ou sur le site du laboratoire, mais il se fait en consultation. Donc c'est une deuxième façon de faire tourner l'IA. Et là, le consentement, il peut l'avoir en direct, il peut rendre le résultat en direct. Deuxième modalité qu'on va étudier dans l'étude qu'on va faire cette année. La troisième, elle est plus ambitieuse, mais elle va dans le sens de ce que veut faire le gouvernement, c'est d'utiliser mon espace santé et le dossier médical partagé où tous ces résultats sont consolidés au même endroit. Et donc là, l'IA serait plus pilotée par les médecins, mais directement par l'assurance maladie. Toujours pareil, avec le consentement du patient, on ferait tourner cette IA et on pourrait faire l'évaluation à cet endroit-là. Donc là, il y a 3 modalités possibles qu'on est en train d'évaluer et qui vont, à la fin de l'année, avec les résultats de l'étude, on va définir le parcours idéal technique et acceptable aussi pour les patients et les professionnels de santé. Non, c'est parfait, c'est exactement, c'est de la médecine préventive pour éviter de découvrir le cancer quand il a un stade avancé, donc c'est exactement ce qu'il faut faire. Comment l'HAS, à votre avis, va évaluer justement l'intérêt
Est-ce que vous avez discuté avec l'HES sur le fait qu'il y a des solutions pour évaluer l'impact que ça a eu sur le parcours organisationnel? Parce que l'objectif, c'est que vous ayez un remboursement un jour. Il faut un financement pour tous les tests qu'on fait. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est d'évaluer d'une part l'épidémiologie, c'est-à-dire combien de patients on peut toucher avec cette IA. Hein, je vous ai expliqué que cette IA, elle est plutôt ciblée pour évaluer, aller chercher les non-participants. Ouais. Elle ne peut pas remplacer le gold standard, parce qu'elle est moins performante. Par contre, elle peut aller chercher tous les gens qui ne sont pas venus participer. Donc ça, c'est intéressant, parce qu'on a aujourd'hui 70% des gens éligibles qui ne viennent pas. Et donc la HES, elle va regarder premièrement combien de personnes on peut toucher et in fine, quel est le taux de détection supplémentaire qu'on va pouvoir avoir compte tenu de la performance de l'IA et l'impact organisationnel, c'est-à-dire le coût médical, le coût qu'on va avoir. Et c'est ce bilan-là qui doit ensuite déterminer un niveau de remboursement. Et je dirais que c'est traditionnellement ce qu'on fait sur le médicament ou sur les tests diagnostiques, hein, l'évaluation médico-économique du dispositif. Et là, en fait, on n'invente rien, il faut juste refaire ce qu'on sait faire déjà sur les tests. On va se tourner vers Sanae, justement, pour discuter un petit peu de l'avantage d'être une start-up par rapport à un plus petit groupe pour faire justement de l'intelligence artificielle. Parce qu'on connaît tous les problèmes, voilà, on les a évoqués. Est-ce que le fait d'être une petite structure, ça donne des relations plus simples avec des académiques, justement, pour aller lancer des choses? Et est-ce que la France... ça marche mieux qu'ailleurs ou moins bien parce que j'ai cru comprendre que tu avais travaillé avec d'autres pays. Vous aviez parlé. Non, il n'y a aucun problème. Je pense que quand on a débuté il y a 4 ans, la plus grande difficulté, c'est que les gens nous fassent confiance. Enfin, des pathologistes nous fassent confiance, des oncologues nous fassent confiance. Et donc, on a commencé à plutôt démontrer notre crédibilité scientifique et on est parti la chercher aux États-Unis. C'était assez... les plus gros congrès enfin, d'oncologie, là où on va dire la messe se passe, c'est aux États-Unis. Donc, c'est là où on a soumis nos résultats et on a eu plein d'échos. Et donc, quand on revenait en France et on échangeait avec des pathologistes, des oncologues en France, en leur montrant ces preuves scientifiques, en fait, ils ont envie de travailler avec nous. On sait très bien que pour les cohortes et les bases de données, c'est un coût qui est très, très cher. Et donc, quand ils nous disaient, nous, on a vraiment envie de travailler avec vous, mais en fait, ça a un coût parce qu'il faut mettre un attaché de recherche clinique pour rassembler les données. Il va falloir les structurer parce qu'il n'y a rien qui est structuré à ce niveau-là. Et nous, en plus, il nous faut le suivi du patient. Donc plusieurs données au sein de l'hôpital. Et donc, je me souviens d'une petite anecdote. Il y a un centre qui m'a donné un devis. Et en fait, je l'ai regardé dans les yeux, la chargée d'innovation, en lui disant... En fait, on est une petite start-up, on n'a pas de fonds d'investissement et les seuls investisseurs, ce sont des médecins anapathes qui sont à titre personnel. Est-ce que vous pouvez enlever un 0, s'il vous plaît ? Et j'ai fait vraiment ça en mode je blague, parce que pour le coup, effectivement, je ne pensais pas qu'elle allait le faire. En fait, elle l'a fait. D'enlever un 0 ? Oui. Non, mais c'est bien. Donc, donc vraiment, elle est revenue par la suite et en fait, elle nous a dit, ce qu'on va faire, c'est que pour les collaborations futures avec Diadip, et on a envie de vous accompagner, on a envie de vous soutenir parce que vous êtes français, donc ça a joué dans la balance, et parce que vous avez des médecins dans votre structure, on a envie de vous aider. Donc pour tous les prochains projets que vous voulez faire, si nous, on a des données, en fait, ça sera au même tarif. Jusqu'à ce que ça ne le sera plus. Mais il y avait vraiment cette solidarité qu'on a vraiment ressentie. Et puis, pour le deuxième point aussi, c'est que plusieurs personnes qui sont de renom dans le milieu, quand on va les voir, s'ils voient la pertinence pour le patient, croyez-moi. S'il y a une pertinence pour le patient, ils y vont. Et c'est sûr qu'ils savent très bien qu'on ne pourra pas, financièrement, on ne pourra pas faire comme GSK, on ne pourra pas faire comme Roche. On va juste travailler main dans la main et avancer la recherche et aboutir à des solutions viables et surtout qui vont avoir un impact infini. Parfait. Donc, je vais me tourner vers Valérie pour savoir un peu, je les connais un peu les freins parce que je les vis avec toi, mais aujourd'hui, les freins pour que l'intelligence artificielle dans le domaine de l'image, mais plus particulièrement quand même dans le domaine de l'anapathe, puisque c'est un sujet que tu connais bien, est-ce que c'est uniquement la CNIL
ou c'est autre chose? Parce que la CNIL, des fois, c'est un peu facile comme réponse. Ben, il y a la CNIL et il y a autre. Et ce qui est sûr ce qui n'est pas un frein, c'est la bonne volonté des professionnels de santé qui ont vraiment envie d'accompagner le développement, le co-développement de ces solutions numériques. Tout le monde, on ne prend pas ça comme une menace, on prend ça comme une opportunité, qu'on soit médecin, ingénieur, technicien, etc. Le frein principal, et là, je vais un peu plomber l'ambiance, c'est les sous. C'est l'investissement. Il faudrait déjà, dans mon domaine d'anatomie pathologique, que les services d'Anapat soient numérisés. Or, si on prend l'assistance publique Hôpitaux de Paris, tous les services d'Anapat ont un scanner pour faire de la recherche, parce qu'à côté des startups, on fait aussi, nous, des algorithmes. On ne s'interdit pas de faire des algorithmes. Donc, on a des scanners de l'âme, mais on n'a pas les scanners de l'âme pour faire de la routine et lire les prélèvements des patients, mettre notre microscope à la poubelle et regarder nos lames sur des écrans d'ordinateur. Donc, il faut numériser les services d'Anapat. 2, je crois qu'un des freins, c'est quand même, en tout cas dans le domaine de l'image, c'est l'interopérabilité des images. Une biopsie que je vais obtenir à Beaujon, elle ne va pas être tout à fait pareille que dans un autre service. Donc, quand vous allez devoir valider des solutions numériques, il faudrait que dans les tests au début, vous ayez accès à l'ensemble des échantillons pour avoir l'hétérogénéité la plus représentative possible. Je crois que c'est ça. Et puis en termes d'image, un des gros problèmes auxquels on est confronté, c'est le stockage des données. Parce que les images, c'est très très lourd. Une image de biopsie de foie, c'est rikiki, hein, ça fait 15 mm de long, c'est le volume d'un scanner corps entier. Donc, quand je demande à ma direction des services numériques de l'AP-HP que je veux numériser, stocker, garder pour travailler avec quelqu'un 1000 biopsies, eh ben, il rigole. Donc, je crois qu'il faut qu'on pousse nos politiques à nous aider, à nous soutenir, à nous structurer pour qu'on puisse permettre aux industriels de venir utiliser nos données qui sont des données incroyable en termes de richesse et de qualité. Alors, juste un point sur le sujet de la donnée, parce que en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que les données, elles sont absorbées par les industriels, qui font leurs algos et qu'ensuite... mais en fait, les données, elles restent chez toi. Et en fait, les algos, ils viennent se produire dans le dataset chez toi, ils ne récupèrent que l'algorithme, on est bien d'accord? En tout cas, à l'assistance publique des Hôpitaux de Paris, on n'est pas autorisé à faire sortir les données. Donc, effectivement, ce sont les solutions numériques qui sont testés in situ dans les centres. Mais je vais dire, à la rigueur, c'est bien, parce que ça vous permet de tester en vie réelle vos solutions numériques, d'évaluer la pertinence de votre solution, parce que vous pouvez avoir une idée géniale, mais que tous les jours, ça ne va pas concerner, ça ne va pas améliorer de façon importante la prise en charge. Donc, il y a du bien et du pas bien. D'accord. Et donc, maintenant, on va se tourner vers mon ami Alexandre Loupi. Et j'aimerais avoir ton avis sur une sorte de rétex par rapport au développement d'iBox. La question, c'est que tu as réussi à développer iBox avec, au départ, des bouts de ficelle. Hein, tu es parti avec ta base de données locale, tu l'as validée ensuite avec des industriels. Ensuite, est-ce que tu referais la même chose et comment tu pourrais trouver une ligne de crête un peu différente? Ok. Donc, il n'y a qu'une seule question. J'ai été un peu traumatisé par la. J'ai d'en faire qu'une seule. Non, alors d'abord. Non. C'est une très bonne remarque. D'abord, iBox s'est construit avec des financements massifs de l'État français et de l'Europe, plus de 18 millions d'euros quand même. Donc on a fait des bouts de ficelle, mais en platine hein, quand même. Ouais. Il était important pour nous de structurer de la donnée, mais on avait vraiment pris une stratégie à l'époque de données très structurées qu'on construisait à façon pour répondre aux différentes questions médicales. Ça nous a permis de partir de beaucoup de variables et de construire des algorithmes qu'on a après transposés, généralisés. Et c'est là qu'on a fait de la validation dans deux choses, de la real world evidence sur des entrepôts de données de santé, sur les modèles finaux, et je dois dire avec l'industrie pharma, puisqu'on a réussi à nouer des partenariats où on a récupéré tous les essais cliniques randomisés de la pharma en transplantation rénale des 10 dernières années. Et ça n'a été pas si compliqué que ça à récupérer.
on a pu récupérer les plus grands essais cliniques et donc ça nous a donné un vivier pour entraîner, valider nos modèles et faire des modèles de simulation où on a montré qu'on aurait pu avoir le critère de jugement final de l'étude, mais 8 ans avant. Et ça nous a beaucoup aidé. Donc, je referai pareil. La seule petite différence peut-être aujourd'hui, c'est que les entrepôts de données de santé qui étaient, si je parle du Transplant Data Lake, nous on était vraiment sur des niveaux de profondeur et les entrepôts, c'est plus de patients sur des données de surface. Et parfois, ces données de surface sont incomplètes, non structurées, et elles donnaient lieu à des difficultés pour faire des algorithmes généralisables. Il y a plein d'exemples de choses qui se sont plantées en utilisant des entrepôts de données de santé. IBM Watson dans le cancer s'est planté, et là récemment sur EPIC, ils ont fait un modèle de prédiction du sepsis et ils ont dû abandonner parce que ça avait eu des conséquences délétères pour les patients. Mais là où je dis que je ferai différemment, c'est qu'entre-temps, ces entrepôts de données de santé se sont organisés. Les LLM sont arrivés. Et donc aujourd'hui, la différence, c'est que je pourrais aller beaucoup plus vite en ayant ces données de surface des entrepôts de données de santé qui viennent vers des niveaux de profondeur plus importants et j'aurais pu accélérer plus vite. Mais voilà, donc c'était vraiment les deux points importants autour de la data, de la manière dont on les a organisés. Parce qu'en effet, je crois que France 2030, ça a quand même poussé quelque chose, c'est les entrepôts de données de santé. Ça, indiscutablement, moi, il se trouve que j'étais avec Agnès Audier à l'Élysée le jour où elle a réussi à faire transformer le système pour qu'on récupère des sous pour les EDS, et indiscutablement, ça a fait beaucoup, beaucoup de bien à notre pays. Non, le sujet, c'est qu'aujourd'hui, donc tu as mis iBox dans une start-up. Bravo d'ailleurs, parce que Predict for Health a levé récemment pas mal de sous et je pense que ça va être une des pépites françaises dans le domaine de la data et de la transplantation. Mais le sujet, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien l'application avec les pharma, donc tu nous as expliqué. Maintenant, pour passer de la pharma à l'individuel, le rôle qu'a iBox pour justement éviter par exemple des biopsies rénales inutiles. Est-ce qu'on en est loin, on n'en est pas loin? Oui, alors pour parler des freins, je recommencerai sur la pharma. La pharma, c'est le plus facile. Une fois qu'on a eu la qualification là par l'Agence européenne du médicament et l'FDA, et qualification, c'est pas le marquage. Hein. Si on compare à l'Everest, le marquage, c'est le camp de base. Là, une qualification, c'est le sommet. Une fois qu'on est qualifié, ça veut dire que vous pouvez, en tant qu'industriel, opposer ça pour qu'on vous approuve votre médicament. Donc maintenant, la pharma se bouscule au portillon. Tu imagines bien que dans les essais phase 2, phase 3, quand tu as quelque chose de qualifié qui peut te faire réduire ton temps, la durée de ton essai, améliorer tes critères d'inclusion et d'exclusion sur des données virales pour mieux cibler les populations, et numéro 3, te faire des jumeaux numériques, ça devient assez facile de collaborer avec la pharma. Donc ça, je dirais que c'est facile. Et on arrive au deuxième point, c'est quand tu dois dire à tes collègues qu'ils doivent utiliser le système. Et là, c'est beaucoup plus compliqué, puisque tu parlais des verrous. Je dirais que le premier verrou de l'application pour les cliniciens d'utiliser ce système de copilote prédictif en transplantation, ça a été de dire, moi j'ai 20 ans d'expérience, j'ai absolument pas besoin qu'une IA me dise qu'un patient va bien ou pas bien, ou qu'il faut faire une biopsie, je maîtrise totalement le bousin. Et ça nous a compté. Donc ça, c'était un premier grand verrou. Et en fait, Valérie, peut-être en Anapas, c'est un peu différent, mais vraiment dans la... On est jeune en Anapas. Voilà, c'est ça, vous êtes plus moderne. Mais on a eu vraiment des adopteurs, mais des collègues qui ont émis des doutes sur la capacité qu'avait le système à faire mieux qu'eux. Donc, qu'à cela ne tienne, on a conduit un essai très large où on a créé une interface et on a donné à des médecins à différents niveaux de leur carrière tous les paramètres dont tu pourrais rêver pour faire de la prédiction, stratifier le risque et prédire si un patient va faire un rejet ou pas. Et on l'a comparé à l'iBox. Les résultats ont été sans appel et c'est intéressant parce que ce n'est pas de l'imagerie là, c'est vraiment de la prédiction dans le temps. Les médecins, à différents niveaux de leur carrière, performance catastrophique, calibration catastrophique, variabilité interindividuelle, et les professeurs faisaient moins bien que les chefs de clinique. Donc, étant professeur moi-même, voilà, c'est ça. Ils sont sur les plateaux. Ça rend humble. Alors que l'iBox, évidemment, elle a été conceptualisée sur des centaines de milliers de données pour vraiment bien prédire. Donc, c'était même un combat perdu d'avance. Mais voilà, donc ça, déjà, ça nous a aidés. Le point numéro 2, c'était une fois que vous avez un peu convaincu sur le fait qu'on pouvait améliorer, faire du clinicien augmenté avec l'IA, c'était de dire maintenant on va le déployer. Et déployer, il y a l'interopérabilité compliquée à la PHP, il y a les histoires de, effectivement, tous les RGPD, etc., les serveurs, et puis il y a l'histoire du remboursement, on y reviendra. Mais pour moi, le point qui était très important là-dedans, c'est qu'il manque en IA
dans la médecine prédictive, des études cliniques ad hoc, essais randomisés, méthodologiquement bien conduits, qui comparent réellement un clinicien augmenté avec le clinicien qui n'utilise pas le système prédictif, et qu'on compare ça avec des critères de jugement qui sont est-ce qu'on améliore le soin, est-ce qu'on réduit le nombre de biopsies inutiles, est-ce qu'on anticipe le diagnostic du rejet, est-ce qu'on améliore la survie des patients et est-ce qu'on fait gagner des sous à l'hôpital. Si vous faites un benchmark total sur la médecine prédictive basée sur l'IA des essais randomisés, ça va aller très vite parce qu'il y en a très peu. Et justement, tu parlais de la start-up, une chose qu'on a conduit, c'est un large essai randomisé européen. On s'est plugué, interopéré dans 16 centres en Europe, sauf la paix où ça a été créé. Bon, c'est pas grave, on ne désespère pas. On va le faire. On est tous des enfants de la paix et on dit que aimer ses parents, c'est leur pardonner. Mais voilà. La paix, c'est important, la paix dans le monde. Bon, voilà, c'est ça. On adore la PHP. Et on a conduit cet essai randomisé. 16 centres, 6 pays, France, Espagne, Allemagne, Autriche, Israël et UK. Et on a fini cette étude, on a inclus 500 patients et on a des résultats. Donc la réponse, elle est positive sur nos critères de jugement. C'est qu'on fait les diagnostics de rejet plus précocement, on change plus les thérapeutiques, on évite des hospitalisations inutiles et on réduit le nombre de biopsies invasives inutiles. Donc voilà, ça répond à ta question. Et je crois que si on n'avait pas cet essai randomisé, donc il va beaucoup nous aider cet essai randomisé. Et dernier point, ça sera le dernier. Et dernier point, pour avoir de l'adoption, puisqu'on parle de start-up, faut avoir un marché. Il n'existe pas aujourd'hui en France de système de remboursement sur toute cette composante IA qui fait la valeur du produit. On est remboursé au régime de la télésurveillance. Or, bon, c'est très bien la télésurveillance, mais de la télésurveillance intelligente, elle apporte plus que de la télésurveillance classique. Et il n'y a pas ce marché-là aujourd'hui, donc les investisseurs vous poussent à quoi ? Déployez-vous aux États-Unis, les gars, les mutuelles, ils vont vous prendre, les hôpitaux, ils ont plein d'argent, et Trump vient de mettre 500 milliards, voilà, on verra sur le Stargate. Et voilà, c'est les différents bottlenecks d'implémentation clinique, et je voulais juste résumer un peu le parcours qu'on a eu sur le déploiement de ces outils. Bravo. Juste quand même, 10 000 patients en France sont suivis sous la solution, 28 000 aux États-Unis, donc il y a quand même des choses qui font. Et en fois, avec grand plaisir. Voilà, donc merci beaucoup Alexandre. Je vais laisser la parole à Axel. Merci beaucoup, merci pour ce deuxième tour. On attaque le troisième tour d'échange avec vous, avant l'échange avec vous tous, avant les questions-réponses. Et pour ce troisième tour, on se propose de se concentrer sur ce que vous pouvez, chacun avec son expertise dans son domaine d'exercice, bien sûr, ce que vous pouvez identifier pour l'avoir vécu ou pour peut-être le rêver, mais on va dire à court terme. On va essayer d'être dans des rêves pour lesquels vous avez quand même des pistes de mise en œuvre. Vraiment, essayez de partager avec nous ce que vous voyez comme levier, comme opportunité pour intégrer l'IA dans différentes phases de travail, que ce soit dans les phases de recherche et développement d'innovation, et puis si on pouvait aller aussi jusqu'à l'intégration dans la pratique. Voilà, c'est important qu'on ait votre retour d'expérience réaliste sur ce que vous avez identifié, ce que vous avez mis en œuvre, ce que vous rêvez, mais de manière réaliste aussi, comme levier, comme opportunité. Voilà. Ok, ça vous me regardez, donc j'imagine que vous, la question était pour moi. Thibaut, parce que voilà, du côté de... Donc moi, je voudrais rebondir ce qu'Anaé a mentionné, si je peux me permettre de... Avec plaisir. Et professeur Loupi, que je n'appellerai pas Alexandre. Il a une start-up. Voilà, une start-up, donc Alexandre. Non, mais ce qui est important, c'est de se dire mais comment ça fonctionne en fait tout ça. Et tous les deux, vous avez mentionné des partenariats entre l'industrie, des start-up. Et justement, je vous écoutais avec beaucoup d'attention, parce que c'est ça, le point clé pour moi, il est là. Ce partenariat, j'ai eu la chance de travailler 4 ans aux États-Unis, dont 2 ans à Boston. Privé-public, ce n'est pas un sujet. Ouais. Ce n'est pas un sujet. C'est-à-dire que les fonds vont de l'un à l'autre, c'est collaboratif, oui, ça brasse beaucoup d'argent, mais il n'y a pas de frontière entre le public et le privé, et on a tous un objectif commun qui est de trouver des solutions pour les patients. Et ça, c'est très vrai. C'est pour ça que malheureusement, beaucoup de nos ingénieurs, chercheurs, médecins, super bien formés en France, partent aux États-Unis parce que les fonds sont là-bas et qu'il y a cette collaboration plus facile. Et comment ça fonctionne, nous, dans un laboratoire comme le nôtre? La question de base de fonds qu'on se pose, on ne va pas à la pêche comme ça faire des acquisitions. C'est en rencontrant des professionnels de santé comme vous, on dit quel est le besoin qui n'est pas couvert.
Aujourd'hui, vous êtes face à un type de patient. Je vais prendre par exemple, on avait des discussions avec des pneumologues qui disaient « J'ai des patients qui ont une toux chronique réfractaire, ils toussent tout le temps, ils s'en cassent les côtes, je n'ai rien à proposer. Aidez-nous, cherchez, trouvez. » On repart avec la demande et on fait le tour des académiques, des centres, etc. Je dis « Nous ». Il y a une équipe à Londres qui est dédiée à ça, qui fait justement du scouting de toutes ces options. Et là, c'est là où on arrive sur une start-up à un endroit qui a trouvé une molécule qui semble être intéressante. Et c'est là où le partenariat entre justement ANAE et un laboratoire comme GSK prend tout son sens. Pour ça, il faut se comprendre. Parce que le souci, souvent, c'est que, et en me baladant un peu là dans la station F, on voit qu'on n'est pas dans les mêmes mondes. On ne se comprend pas forcément. Et en plus de mon job chez GSK, j'ai la chance de pouvoir aussi diriger la commission numérique au LEM. Donc le LEM, c'est le syndicat des industries pharmaceutiques. Et on a développé cette année un guide de la première connexion entre les startups et les industriels. Pourquoi? Ça paraît tout bête, mais de comprendre pour qu'une startup comprenne comment fonctionne une big pharma, comme vous dites, les processus budgétaires, pourquoi on y va, pourquoi on n'y va pas, quelle expertise on peut apporter en régulatory, en accès, en plein de domaines qu'une start-up, finalement, elle a son idée, elle a trouvé sa pépite, mais elle est un peu coincée, elle n'a pas les moyens, elle n'a pas l'expertise. Et donc l'objectif de ce guide qu'on a fait avec le LEM et cette commission, c'est de mettre les gens en contact. Pourquoi je raconte ça? Parce que je pense que la solution, elle est là. Et je l'ai vécu dans d'autres pays. Je travaillais aussi au Japon où c'était encore plus collaboratif qu'en France. Et on voit qu'il y a cet écosystème où finalement les problèmes de fond que vous rencontrez à l'AP peuvent être résolus par des sociétés qui vont voir un intérêt parce que ça répond à un besoin pas couvert par un patient, voient on a des moyens financiers, c'est vrai, qui sont conséquent. Donc on peut tout à fait investir à ce moment-là en se disant, ben voilà, on prend ce pari ensemble et on avance comme ça, ce qui pourrait solutionner un certain nombre de problèmes. SNDS, j'en reviens, je ne fais pas une fixette, mais quand même un peu. Le SNDS, c'est une question de 2-3 personnes. C'est 2-3 personnes de la CNAM qu'il faut bouger dans ma boîte. Si j'ai ce problème-là, c'est réglé en 10 minutes. Je dis, j'ai 3 personnes là, je m'en fiche, elles feront plus ça, elles feront ça. Parce que je pense qu'il y a plus de valeur à faire ça, et on l'explique, et on avance, et c'est réglé en 10 minutes. Là, c'est ça qui nous bloque. Donc je pense que pour résumer par rapport à votre question, longue réponse, il faut à la fois être très clair sur c'est quoi les besoins de la pharma, c'est quoi les besoins des startups, se comprendre, créer un écosystème, et à partir du moment où on a des besoins et on trouve, travailler ensemble intelligemment, et ne pas avoir peur de ces partenariats publics-privés, parce qu'en fait, les patients, au final, ont beaucoup plus à y gagner que de se dire non, c'est mon territoire, ce sont mes données, c'est ça, on ne partage pas, le méchant va arriver, va tout nous prendre. Ce n'est pas l'objectif. Et sur le volet partenariat public-privé, justement, est-ce que vous voyez de l'amélioration en France? Vous avez illustré avec d'autres pays, des pays étrangers, mais est-ce qu'en France, en pratique... Moi, je trouve qu'il y a plein d'ouvertures. Je suis hyper optimiste. De toute façon, naturellement, je suis assez optimiste, parfois trop, mais je vois par exemple, j'étais mardi dernier au Paris, au PSCC, près de l'IGR, là, donc Paris-Saclay Cancer Cluster. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui est en train de se passer là-bas. Voilà, on ne peut pas rester indifférent quand on voit un investissement, les mobilisations des personnes qui sont là-bas. Et on se dit, la France a une chance incroyable. D'abord, déjà, l'Institut Gustave Roussy, qui est la Mecque quand même en oncologie au niveau européen, voire mondial, de voir ce centre d'expertise, ces 100 000 m² qui sont en train de pousser, concret, il faisait très froid, pas de chauffage. Donc on a passé une demi-journée, on s'est bien caillé, mais c'était vraiment de voir des gens motivés, embarqués. Donc c'est là où on arrive, ça c'est de l'argent public, très clairement. Mais il y a déjà Sanofi qui est dans la boucle, il y en a d'autres qui sont dans la boucle, et on rentre. Et ça, justement, cette ouverture fait qu'on va pouvoir envoyer des chercheurs de nos groupes à un endroit où il y aura des chercheurs de l'INSERM, du public, et c'est cette collaboration qui va générer justement des bonnes idées. Mais il faut le faire. Il y a l'hôpital Paul Brousse et la chaire Bopa aussi à Villejuif. On vient de créer le Villejuif Medical Center. Oui, alors là, moi, je ne suis pas très bon avec tout ça. Voilà. Mais indiscutablement, le PSCC est impressionnant. Moi, je travaille beaucoup avec eux. C'est vraiment une pépite dans le domaine de l'oncologie dans lequel l'État a mis beaucoup d'argent, mais ça marche. Ça marche. Indiscutablement, ça marche. C'est un bon POC. Pour d'autres domaines, il y a 4 autres centres comme ça qui vont se développer. Grand format, oui, non, mais ça veut dire que si ça fonctionne, il faut que nous, on y mette aussi du nôtre. Bien sûr. C'est pour ça qu'on regarde ça de très près et qu'on est motivé.
C'est comme ça qu'on va faire avancer Ouais, mais les ça choses. marche, ça marche, Et ça regardez avance. Il y a une Boston, et dynamique. regardez des endroits comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, ouais. Absolument. Ok. Bon, bah, très intéressant de mettre les bioclusters en avant, comme le PSCC et les 4 autres. On va poursuivre. On reste sur levier, opportunité. Donc, David, vous nous avez décrit des cas d'usage et les étapes de leur évaluation en vue peut-être d'un déploiement, par exemple dans la prédiction du cancer colorectal. Vous avez évoqué aussi le cas d'usage sur l'analyse de la glycémie pour éventuellement prédire un risque diabétique. Si vous deviez et peut-être que d'ailleurs vous travaillez certainement, Roche Diagnostic, à d'autres implémentations d'algo d'IA dans des tests diagnostiques. Par rapport à vos expériences accumulées, quels sont les leviers qui ont été successful, que vous voudriez réutiliser? Quelles opportunités nouvelles vous identifiez? Qu'est-ce que vous pouvez nous partager? Alors, si on parle de la France en particulier, Oui, la France. là où je vois, je vais commencer par les freins et peut-être des difficultés. Si je prends par exemple la donnée biologique aujourd'hui, développer des algorithmes basés sur la donnée biologique, c'est assez compliqué parce qu'en fait, la donnée biologique, elle est dans les labos et la donnée clinique, elle est chez les médecins généralistes ou elle est à l'hôpital. Et donc, quand on veut faire un système qui est capable de dire, je prédis avec ma donnée biologique ce qui va se passer après, et le SNDS est encore ailleurs, en fait, il faut les faire toutes discuter. Et là, en fait, c'est notre système de santé par nature avec la fragmentation ville-hôpital et ces différentes sources de données qui sont, parce que notre système de soins, il est décentralisé par définition, qui rend le problème des data complexe. Et là, je dirais, ce n'est pas une volonté politique, c'est la manière dont on a organisé notre système de santé. Il fonctionne en organisation, plus ou moins bien. Par contre, en termes de data, c'est plus compliqué. Quand on est dans des pays où ils ont des systèmes centralisés, aux US ou dans d'autres pays du monde, où il y a un hôpital qui traite de tous les cas des cancers jusqu'aux petits bobos du patient avec le même système d'information, c'est plus facile. Donc là, je dirais, ce n'est pas un frein, mais c'est un peu une volonté. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et là, j'arrive sur les opportunités. On a le Health Data Hub, on a le Ségur du numérique, on a beaucoup d'argent qui a été mis notamment auprès des éditeurs de logiciels, auprès des EDS pour justement lever ces barrières. Donc on est dans un pays qui a bien compris. Et il y a quelque chose moi, qui me rend assez heureux, c'est mon espace santé. Là, il y a un énorme potentiel. Alors aujourd'hui, il n'est pas encore super utilisé et surtout la donnée n'est pas entièrement structurée. Mais là il y a un potentiel énorme, notamment pour des démarches de santé populationnelle. Si on imagine que toute la donnée patient, elle se retrouve ici, à cet endroit, on va pouvoir faire beaucoup de choses, à la fois en recherche, pour aller chercher de la donnée, entraîner des algorithmes, mais aussi en soins, pour pouvoir utiliser cette masse de données pour faire de la prévention et de la prédiction. Dans mon espace santé, il y a de la biologie? Il y a de la biologie dans mon espace santé qui n'est pas toujours très structurée. Et la clinique n'est pas non plus structurée, donc aujourd'hui, il faudrait en faire beaucoup plus. Il y a des pays, notamment les pays baltes, qui ont beaucoup avancé sur ce qu'ils appellent les dossiers patients centralisés. Là, je pense qu'il y a un potentiel, il faut qu'il y ait une volonté politique pour aller beaucoup plus loin. Parce que les IA, elles ont besoin, alors ça on le dit toujours, ont besoin de données, à la fois pour être entraînées, ça on y arrive, parce qu'au finalement on fait un essai, on collecte les données mais après on soigne. Parce que pour faire tourner l'IA, il faut l'alimenter. Là, on parlait du déploiement tout à l'heure. Pour la déployer, il faut aller chercher de la donnée structurée pour la faire tourner. On va avoir des applications à l'IA. Exactement. Et donc là, le dossier médical partagé, mon espace santé, me semble être une opportunité incroyable en France. Et là, pour le coup, par rapport à d'autres pays, on est très centralisé. Si on prend par exemple les Allemands, qui sont organisés par Länder, ou même les Espagnols, vraiment, où les régions ne se parlent pas forcément, là, nous, on a un système avec une sécu centralisée et un SNDS et ce Mon Espace Santé qui est centralisé, qui en avance. Donc, des plus et des moins. Et peut-être que dans 10 ans, on aura un fameux Mon Espace Santé rempli de données structurées sur lequel on va avoir du coup, des startups ou des grands groupes qui vont pouvoir aller proposer des applications, notamment en prévention. Parce que c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Je pense qu'on peut faire beaucoup en prévention avec les IA, notamment dans les cancers. On sent que c'est des maladies que si on les cherche tôt, on a des pronostics vitaux qui sont bien meilleurs. Super, merci David. Donc Sanae, vous nous avez déjà décrit un cas d'usage successful et les étapes de sa mise en œuvre. Quelle est votre stratégie, vous, pour la suite, soit sur ce cas d'usage-là, soit si vous travaillez en parallèle sur le développement d'un autre cas d'usage autour de biomarqueurs? Qu'est-ce que vous tirez de votre expérience? De quoi vous avez besoin? Quelle opportunité vous allez saisir? Il y en a plusieurs.
Je vais commencer par l'histoire. Elle avait commencé il y a 4 ans. Donc, on est une start-up, donc on va très, 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 très vite. C'est l'objectif. Mais pour aller très, très, très vite, il nous faut des bases de données prêtes à l'emploi. Donc, sauf qu'on s'est rendu compte quand on a débuté, premier boom, on a signé avec un acteur central, numéro 1 Europe, Centre de lutte contre le cancer, 6 mois après notre création. Et l'étude et les résultats, on vient de les avoir ce week-end. Ça vous donne une idée. Entre-temps, il fallait bien qu'on fasse quelque chose, parce qu'on ne pourrait pas attendre cette cohorte. Et c'est là où, en fait, on a commencé à creuser, où on a fait appel à des laboratoires pharma pour savoir s'ils pouvaient nous ouvrir leur cohorte d'essais cliniques. La première question, mais vous êtes qui? Ok, bon, allez, next. Donc, et c'est là où on est parti voir des petits hôpitaux qui étaient des CH, des petits CHU, qui eux ne nous connaissaient pas, mais ils voyaient la valeur et la pertinence, et là, ça allait très, très, très vite. Donc, 6 mois, on avait les cohortes, on avait les personnes qu'il fallait pour nous accompagner. Donc, je pense, en tout cas, moi, comment j'ai vécu ces 4 ans, c'est la première chose, une porte qui se ferme, il faut trouver celle qui va s'ouvrir rapidement, mais sans oublier la première. Parce que la première, elle finit toujours par s'ouvrir. Donc, je pense que ça c'est le learning. La deuxième chose, c'est ce qui s'est passé avec Roche notamment. C'était vraiment j'appellerais ça un accident. On était dans un congrès, on a présenté nos produits, enfin un lancement d'un nouveau produit qui est plutôt sur le cancer du sein, avec des résultats. Roche, à ce moment-là, viennent, ils voient le poster, 5 personnes autres reviennent, regardent le poster et puis nous disent « mais vous êtes qui ?» On est des Français. Ah d'accord, ok. 1 an après, Roche a une collaboration avec nous pour commercialiser l'ensemble de nos produits sur le cancer du sein. Et pourtant, la première fois, quand je les ai vus arriver dans le poster, je me suis dit, ils vont dire ce qu'on nous a déjà dit, mais vous êtes qui? Vous êtes tout petit, donc on ne va pas forcément collaborer. Mais ce qui a facilité aussi les échanges, du coup, c'est que moi, je viens du monde du corporate. Donc, je sais très bien comment fonctionnent les big pharma, ce dont ils ont besoin, comment y répondre, comment les accompagner. Et puis, nous, comment on a monté la boîte et comment on a construit la start-up, c'est basé sur 3 compétences clés. Donc, les chercheurs qui font de l'IA, ok, avec les pathologistes qui parlent médical, et moi j'étais venue de l'industrie qui les fait parler. Donc ça c'est pareil, ça c'est un sacré frein au début d'avoir des compétences finalement complémentaires, mais qui ne parlent pas le même langage. Donc il faut toujours avoir une personne, finalement, belle opportunité de complémentarité, pour aboutir à ce qu'on est au résultat d'aujourd'hui. En tout cas, ce que j'en retiens. Il ne faut pas attendre la porte qui s'ouvre, monter par la fenêtre, ça marche aussi. Monter par la fenêtre, courir plusieurs lèvres en même temps, contrairement à ce que dit l'adage. Exactement. Il faut suivre cette voie. Tout à fait. Super, merci Sanaï. De rien. Alors, Valérie, on serait très intéressés de vous écouter nous parler de Sentinelle, ce tiers-lieu d'expérimentation. Tout à fait, mais avant de vous parler de Sentinelle, je crois que si on veut devenir au moins aussi bon que les Américains pour le copartenariat, le co-développement et vraiment ces relations industrielles et systèmes de santé, on a quand même des appels à projets nationaux qui ont été mis en place, qui poussent les académiques à travailler avec des industriels. Il y a les RHU, alors on aime les acronymes, hein, il y a les IHU, et puis il y a effectivement ces tiers-lieux d'expérimentation en santé numérique qui nous permettent, alors c'est nettement moins d'argent qu'un RHU ou qu'un IHU, mais qui va nous financer pour proposer un environnement pour que des industriels viennent, tester leurs solutions numériques en temps réel, et donc on va leur faciliter l'accès aux données, donc nous en l'occurrence pour Sentinelle aux images, aux compétences des professionnels de santé, et puis du coup aussi discuter avec l'institution. Et ils vont, comme je l'ai dit tout à l'heure, pouvoir aussi évaluer la performance de leurs solutions numériques en vie réelle. Donc je crois que ces TLE, il y en a plus d'une dizaine dans le territoire, il y a en chirurgie portée par Eric, nous on est tout nouveau, mais c'est vraiment, on a beaucoup d'espoir là-dessus, et quand on a fait un appel à manifestation d'intérêt pour savoir est-ce qu'un tiers-lieu dédié à l'image médicale, ça va intéresser des partenaires industriels,
en 10 jours, on a eu 30 réponses positives en disant « c'est très bien, faites-le, on veut y aller » parce qu'on pouvait également aider 2 industriels à être financés. Et donc, c'est sûr qu'il y a un intérêt pour ces espaces parce que, voilà, on critique beaucoup la paix, mais c'est quand même une belle maison qui traite énormément de patients. Si vous voulez des cancers de tout type, il faut venir à la paix, il ne faut pas aller à l'IGR. Enfin, voilà. Donc, oui, j'ai compris le message. Donc, je veux dire, non, on est tout à fait complémentaires. On est tout à fait complémentaires, mais je crois que vraiment, on nous aide à développer ces outils qui nous permettent de mieux discuter avec les partenaires industriels. Et donc ça, c'est un bon point. Et il y a des critères de sélection des industriels ou de candidature. C'est gratuit, on doit contribuer aux frais. Donc TLE, on va avoir 1 million pour 3 ans pour construire cet environnement, mais au bout de 3 ans, il faut qu'on soit autonome financièrement. Donc inutile de vous dire que nous allons fonctionner sous forme de prestations, etc. Mais bien entendu, on va discuter, on va accompagner les porteurs de projets. Et l'intérêt, c'est qu'il y ait le plus de solutions numériques avec un degré de maturation déjà assez élevé, puissent être marquées CE, puissent être qualifiées, etc. Et tout le monde y gagnera. Donc ce ne sera pas gratuit, ça c'est sûr. Si je me permets, parce que vraiment l'assistance publique hôpitaux de Paris, notre maire à tous, là, a vraiment fait des efforts pour structurer ces tiers-lieux. Il y en a 4. Hein. Il y a l'Hôtel-Dieu au départ, puis ensuite BOPEC, celui qu'on dirige avec Pierre-Yves Brossard, celui de Valérie autour de l'image. Et je crois vraiment que l'idée, c'est de pouvoir être un tiers aussi de confiance entre les industriels et l'HAS. L'objectif, c'est qu'on soit capable d'évaluer l'intérêt clinique, l'acceptabilité par les cliniciens et la possibilité de l'implémenter dans les différents établissements de la paix. Si ça s'implémente à la paix, ça peut s'implémenter partout. Donc c'est vraiment quelque chose auquel nous on croit beaucoup, qui est un vrai vent de modernisme à l'assistance publique. Et je dois avouer que Nicolas Castoldi et Nicolas Revel ont beaucoup œuvré à ça. Et c'est vrai que j'étais très content de voir que tu en avais un aussi. Et nous, ça commence à fonctionner. Pierre-Yves Brossard est peut-être dans la salle là. Mais en tout cas, ça marche. Ok, joli coup de pub pour les tiers-lieux, mais Ouais, c'est des outils importants et utiles. Il faut. On va terminer ce tour avec toi, Alexandre. Donc, moi, je me dis, tu as acquis, et ton équipe a acquis beaucoup d'expérience pour le développement d'iBox, du marquage CE ou FDA jusqu'à même la réalisation d'essais, l'implémentation dans certains établissements de santé. Qu'est-ce que tu en retires, que tu pourrais partager avec nous comme levier qui a été utile, soit pour travailler sur la version 2, soit pour travailler sur un autre outil, et de quelle opportunité tu aurais pu avoir besoin, mais qui pourrait se concrétiser à court terme? Qu'est-ce que tu partages avec nous? Oui, alors c'est vrai, hein, je pense que tu as raison. l'iBox, c'est une belle preuve de concept sur l'ensemble de la chaîne de valeur de recherche qui s'est financée par l'État, qui s'est transformée en innovation, de l'innovation qui a été mise dans une start-up spin-off dont l'INSERM est au capital et qui exploite un contrat de licence AP Université INSERM, donc avec évidemment un retour sur investissement. Hein. C'est important par les temps qui courent en France, le retour sur investissement, parce que il y a quand même énormément d'argent public qui a été déversé sur l'innovation via France 2030. Il y a eu même peut-être, quand on entend un peu trop de saupoudrage, et on part sur des choses un peu plus rationnelles, contraintes budgétaires obligent. Donc oui, c'est un bon exemple. Et donc voilà, pour aller sur l'innovation et le déploiement. Là-dedans, je trouve que ce qui a bien fonctionné, je trouve, c'est le développement et les partenariats publics-privés. Moi, j'ai eu des RHU aussi qui ont plutôt bien fonctionné, où on nous a, en fait, nous poussé en tant que médecins à aller franchir le pas sur l'exploitation industrielle, qui a aussi ses déboires. Hein. C'est un milieu où nous, on n'est pas non plus forcément câblé et calibré, et on peut commettre aussi certaines erreurs, surtout dans un monde autour de la data où il y a un peu tout qui se promène, du mieux comme du moins bien. Néanmoins, voilà, on a réussi à franchir ces étapes-là, arriver à cette levée de fonds, à maintenant se déployer en France, en Europe, aux États-Unis. Et ce qui va nous manquer maintenant, et on parlait des freins, c'est de trouver le marché. Et encore une fois, dans l'IA aujourd'hui, il y a plein de startups qui exploitent des technologies françaises développées avec de l'argent de l'État français,
qui sont poussées à se délocaliser aux États-Unis parce qu'elles ne trouvent pas leur marché. Et elles ne trouvent pas leur marché au moins en partie parce qu'il y a la BPI qui est là et qui est vraiment là sur les deals start, mais après pour cranter sur le growth, c'est un peu plus compliqué. Deuxièmement, tout ce qui est IA via l'assurance maladie est vu malgré les efforts de l'Agence Innovation en Santé, l'AIS, qui essaye de pousser des innovations en IA à la santé. L'innovation et l'IA par le ministère est vue comme quelque chose qui va coûter encore plus d'argent, alors que c'est exactement l'inverse qui va se produire. Et dernier point, nous on se confronte dans le déploiement au système d'information des hôpitaux, qui sont complètement fragmentés, différents, parfois archaïques, et on a une grande difficulté à se brancher en fait sur ces structures hospitalières en France. Donc ils se sont équipés sur les entrepôts, mais leur système d'information reste parfois difficile. D'un autre côté, qu'est-ce qu'on voit aux États-Unis? Très facile d'obtenir des datas des États-Unis. On a validé l'iBox sur 25 centres aux États-Unis, plus qu'en France, beaucoup plus facile. L'accès aux entrepôts de données de santé, moi j'ai travaillé avec UCL, 23 millions de patients. Ça m'a pris 2 mois pour avoir un accès total à la data et valider nos modèles. Voilà, donc ça, ils poussent énormément là-bas. Et donc, moi, je crois qu'en France, on a effectivement du pétrole. Ça fait 10 ans que j'entends dire que le SNDS c'est exceptionnel et tout ça. Je ne vois pas pour l'instant effectivement qu'on ait réussi à cranter, et à force de dire qu'on a du pétrole, la source, soit elle va se tarir, soit elle va rester là. Mais en tout cas, moi ce que je vois aux États-Unis, c'est qu'ils se développent énormément à une vitesse fulgurante, et notre qualité de la donnée, de nos médecins, du système hospitalier qui était avant un avantage compétitif, il est écrasé aujourd'hui par la masse d'informations et le fait que les hôpitaux américains s'organisent et s'interopèrent. Encore une fois, le Health Data Hub, c'est une réponse à ça. Donc c'est malheureux que ça ne puisse pas se développer plus vite. J'espère que ça va bouger, Axel, parce que c'est important. Ok. Est-ce que tu peux terminer par quelque chose de positif en France? Évidemment, c'est j'avais l'impression d'être hyper positif sur la France. Sur la fin, la moyenne. Sur la fin, un petit peu moins. Ce qui est positif, j'ai dit, ce qui est positif, c'est qu'il y a une vraie volonté politique sur l'innovation. Il y a des moyens qui ont été développés, des agences d'innovation santé qui ont été créées et qui font le job, des belles réussites, notamment la télésurveillance, le droit commun via le programme ETAP que nous envient plein de pays européens. On a plein de data et tout ça, mais voilà, il y a vraiment des choses à faire, et la petite histoire autour de l'iBox est dans un petit domaine de niche, quelque chose qui montre qu'on peut arriver à avoir un vrai dispositif sur la chaîne de valeur. Juste un point pour donner un peu d'espoir. Lise Alter maintenant travaille au ministère de la Santé. Elle a dirigé l'AIS pendant plusieurs années, donc je pense que l'innovation est en train de rentrer au ministère de la Santé. Enfin, c'est comme ça qu'il faut voir les choses aussi. Mais je suis d'accord avec toi. Alors, juste, avant de donner la parole à la salle, le sujet, c'est que le prix des algos d'IA aux États-Unis et en France, c'est pas pareil. Le sujet, c'est que la médecine est privée aux États-Unis avec des niveaux de prix qui sont sans commune mesure avec ce qu'on peut appliquer en France. Donc peut-être qu'il y a une réflexion aussi à avoir de la part des gens qui vendent des médicaments IA, des dispositifs médicaux numériques qui sont des IA, à adapter le prix. Un peu comme les vaccins contre l'hépatite C ont été vendus en Égypte, différents du prix qu'ils ont été vendus ailleurs. Donc c'est à cette réflexion-là aussi. Je trouve qu'on n'a pas abordé le problème du prix, quand même un sujet important. Je suis désolé d'avoir modifié un peu le débat. On est là pour mettre les choses sur la table. Voilà. C'est parfait. Je sais que ça te tient à cœur. Ah, ça me tient à cœur. L'argent me tient. L'argent me tient à cœur. L'argent public. L'argent public, moi j'en ai pas. Alors peut-être on s'adresse aux gens qui vendent. Potentiellement, parce que moi j'en vends moins cher une solution. Donc Eric lance la discussion. Voilà. On lance la discussion avec Comment vous, on fait pour que les algos d'IA soient adaptés au niveau, justement, au marché des hôpitaux? Les hôpitaux français n'ont pas la même quantité d'argent qu'à la Mayo Clinique. Je crois que toutes les entreprises mondiales et qui travaillent dans la santé ont cette problématique de marché. Elles doivent fixer leur prix par rapport à ce que le marché est capable aussi de payer. Après, il faut que ce soit aussi rentable, donc il faut aussi que ce soit profitable. Donc c'est toujours pareil. Aux États-Unis, le système de santé est tellement différent que nos systèmes de santé qu'on ne peut pas vraiment comparer. Il y a des choses qui sont surpayées aussi aux États-Unis et qui sont biaisées par leur modèle qu'on ne peut pas répliquer en Europe. Donc là aussi, il faut faire attention. Et donc les erreurs qui sont parfois commises, notamment dans les grands groupes, c'est on commence à faire quelque chose, on va le tester aux États-Unis, on a des super prix de vente. Ouais. Puis quand on revient en Europe et qu'on se cale sur les remboursements et qu'on compare à ce qu'on pourrait demander au système de santé de manière raisonnable, en fait, on est plus profitable. Donc là aussi, il y a un vrai
vrai sujet du marché américain qui tire les prix vers le haut versus un marché européen qui a une logique de financement de la santé qui est différente. Et donc là, j'ai pas la réponse, mais ce qui est sûr, c'est qu'on doit adapter, et c'est déjà le cas. On sait très bien. Vous adaptez le prix des algos d'IA aux États-Unis et en France, c'est pas le même. De toute façon, on est encore dans une démarche de recherche aussi du prix. Ce qui va faire le prix d'un algo en France, c'est le bénéfice médico-économique, il faut le prouver. Alors qu'aux États-Unis, c'est le bénéfice économique. Il n'y a pas médicaux, ou assez peu. Je pense que juste, il y a aussi un point, c'est que une des réponses, on parle de la France, mais c'est l'Europe. Le rapport Draghi a été très clair là-dessus pour favoriser en disant que voilà, l'Europe, c'est un marché énorme, c'est 390 millions d'individus, et que une des réponses quand on parle des États-Unis, c'est l'Europe. La France doit être beaucoup plus au niveau européen sur des stratégies globales et de mutualisation pour aller pousser l'IA sur toute l'Europe. Et ça, ça ne peut pas être que la France qui porte des initiatives françaises, même si c'est bien, il faut aller beaucoup plus loin. Pour le coup, le Health Data Hub travaille beaucoup sur l'Europe. Tout à fait, oui. On essaye de contribuer sur le volet réutilisation secondaire des données, mais j'arrêterai la promotion là. Ah mais non, mais il faut le Health Data Hub, c'est un bel outil qui doit être poussé. Moi, j'en suis persuadé. Je voudrais juste réagir 2 secondes sur le point du prix. Alors nous, on ne vend pas aujourd'hui de solutions d'algorithmes d'IA, on n'y est pas, c'est plutôt peut-être des roches qui sont dans l'imagerie, mais nous, on n'en vend pas. On l'intègre complètement dans la chaîne de valeur. Ce que je disais, donc c'est vraiment de l'IA qui va venir nous optimiser. Et je pense que vous avez raison qu'il faut de toute façon s'adapter à chaque marché en fonction de la demande, en fonction des besoins aussi et des capacités. Mais je voudrais rassurer aussi tout le monde que sachez quand même qu'en France, on est le pays d'Europe avec les prix les plus bas. Donc la France fait un très bon travail avec les médicaments aujourd'hui pour s'assurer qu'ils payent le juste prix, voire même en dessous des autres pays européens. Donc ce système est déjà en place. Et en écoutant ce matin Lionel Collet et les autres, c'est déjà dans la démarche de dire quelle est la valeur ajoutée, quel retour sur investissement, quel type de population, quel type d'économie on va faire. Donc tous ces modèles économiques qui sont demandés pour les médicaments vont être de toutes les façons, ou sont déjà demandés pour les solutions numériques, et en fonction du retour sur investissement, le prix sera aligné. Et là, chaque État, en fonction du coût de la santé, en Allemagne, ça sera certainement plus élevé, en France, ça sera forcément, on est toujours beaucoup plus bas, et vous avez vu l'étude du GEM aujourd'hui qui dit qu'on a les génériques, les prix les plus bas de toute l'Europe, donc c'est déjà en place ça. Ouais. Je ne suis pas tellement inquiet, je suis plus inquiet sur comment on fait pour s'assurer que ces solutions qui apportent de la valeur soient bien comprises et soient évaluées au bon prix et pas traitées comme de la télésurveillance en disant « Ah oui, c'est une solution numérique, donc prix de télésurveillance », alors que derrière, il y a des années de travail, etc., et qu'il y a des coûts importants, et que, comme pour le médicament, une innovation soit rémunérée au bon niveau. Et notre problème aujourd'hui en France, que ce soit pour le médicament, les solutions numériques, c'est comment on fait face à cette vague d'innovation qui arrive. On a aujourd'hui, dans les 3 ans qui viennent, à peu près 40 nouvelles innovations, médicaments purs, qui vont arriver sur le marché. Comment on va gérer avec le budget actuel ? Il faut qu'on se pose des vraies questions. Est-ce que, moi je disais ce matin au ministre de la Santé, je pense qu'il faut casser le moule. Si on reste sur le même système où tout est pareil et on ne change rien et on rajoute des taxes, on n'y arrivera pas. Et donc je pense que c'est une question, on ne va pas l'ouvrir parce qu'on peut y passer... On peut y aller jusqu'à 2h du matin, mais c'est un sujet passionnant. Mais je veux rassurer sur le fait que la France paye vraiment au bon niveau, voire même par rapport aux autres pays d'Europe, les prix les plus bas, et c'est de toutes les façons intégré dans les calculs de prix, et c'est même, je pense, une de nos problématiques, de réussir à faire comprendre la valeur ajoutée pour payer le bon prix. Super. Bon, vous avez été des intervenants remarquables pour nous aider à gérer le temps. On a bien géré le temps, on a pu préserver 10 minutes. Donc on a la chance d'avoir 10 minutes de discussion libre. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Peut-être allumer les lumières pour qu'on voit les gens. Vous levez, vous présentez ? Oui. Et puis parler fort. Voilà. En fait, il y avait du monde. Alors. Je ne sais pas s'il y a un micro, sinon parlez fort. Vas-y, levez-vous, parlez fort, monsieur. Le micro arrive, Frédéric. Si vous pouvez le passer, je vais me voir tout à l'heure. Merci. Bonjour, merci pour ces échanges très intéressants. Donc moi je suis Frédéric Naon, je dirige Magic Genomics. On a également une solution prédictive pour déterminer les bons patients qui vont répondre à la chimiothérapie. Je ne vais pas en parler. Je vais par contre m'intéresser à ce qui se passe actuellement. Il y a une tribune dans Le Monde la semaine passée avec 20 chercheurs en ce qui concerne des cancers du sein
où ils se sont rendus compte que 50% des chimiothérapies étaient délétères et qu'on aurait pu le prédire. Je vais m'intéresser à des rapports de l'OCDE qui montrent que 20% des dépenses de santé sont gaspillées, sans trop rentrer dans le détail. En fait, je me dis aujourd'hui, il y a un vrai problème de vision. Alors, je ne sais pas si l'Isalter va pouvoir changer les choses. Je ne crois pas en la femme providentielle, même si elle est exceptionnelle. Mais en fait, tant qu'on n'aura pas une vraie vision politique en matière de solutions prédictives, on n'y arrivera pas. Alors, le prix, effectivement, les prix en France, pour moi, c'est presque, par rapport à ce qui se pratique en dehors de la France, c'est presque, voilà, c'est pas un sujet, tant la politique de prix et de maintien de prix pour un médicament, elle est en permanence, et surtout en oncologie, où les traitements sont chers, remise sur la table. Et où chaque pharma doit évaluer les effets des médicaments pour maintenir un prix, etc., etc. Donc en fait, moi, ce que je voudrais dire, et là où je fonde mes espérances, c'est quand est-ce qu'on aura une vraie politique de santé, quoi. Quand est-ce qu'on aura une vision? Quand est-ce que, quand on demande à une start-up de pitcher, la première question, c'est quoi votre vision? Bah aujourd'hui, si on demandait ça à un gouvernement, à un ministre, je ne sais pas quelle est la vision. Bah, en fait, la réponse, c'est la responsabilité populationnelle. Bah non, mais voilà. C'est sûr que c'est pas parfait, mais il faut essayer de trouver des solutions. Je sais pas, c'est un coup de gueule, en fait. C'est un coup de gueule de Frédéric. Mais on peut. Ouais. Une question ou un autre coup de gueule ou C'est une question. C'est une question. Un partage On va d'opportunités. après en prendre un coup de gueule. On partage que des opportunités. Alors bonjour à toutes et à tous, merci pour votre intervention. Donc cette question est plus dirigée vers Thibaut. Donc ça ne concerne pas GSK. Je me base sur l'exemple de GSK, ce serait plus pour puiser dans votre expérience. Donc France, Tokyo ou Boston. Donc vous avez cité comme exemple, vous savez, durant la crise sanitaire, on vous a posé la question par rapport à ce que vous avez pu gagner du temps par rapport à la durée des essais cliniques grâce à l'IA pour sortir un produit. Là, vous avez pris l'exemple du vaccin contre le VRS qui a été mis à disposition aux personnes âgées en gagnant 2 ans. Donc la question que j'ai pour vous, c'est pensez-vous que l'être humain a besoin d'être dans une situation de crise, d'urgence, c'est-à-dire le dos contre le mur, pour pouvoir faire un bond relativement assez énorme en termes de vitesse d'exécution, ou est-ce que c'est possible, dans des conditions normales, d'avoir le même résultat en termes d'impact, sans pour autant attendre qu'on soit dans la sauce? Très bonne question, j'adore. Parce que moi, ça, c'est mon truc. Mettre les gens dos au mur et comme ça, on avance beaucoup plus vite. J'ai une partie de mon équipe qui est là qui veut dire... Ah. Mais je pense, trêve de plaisanterie, qu'effectivement, quand on est dos au mur, les Français, on est très bons. On a réagi et après, je pense de façon plus large, quand on est dans une situation... Non, mais dans une situation de crise, il faut réagir. Et donc là, on a été, pour répondre à votre question, dans cette situation-là. Est-ce qu'on n'aurait pas eu cette situation, on aurait poussé autant l'innovation? Je ne pense pas. Je pense, contrairement à un certain nombre de personnes qui disent aujourd'hui, avec l'arrivée du président Trump, ça va être la catastrophe pour l'Europe, etc., etc., je ne sais pas. Ouais, regardez comment l'Europe va s'unir, regardez comment l'Europe, en période de difficile, dos au mur, va réagir. Ça peut même nous aider à fédérer. Donc, pour répondre simplement à votre question, moi, je trouve que, d'une certaine façon, c'est une crise, une vraie crise avec des impacts humains extrêmement importants qu'il ne faut pas négliger. Mais il y a un certain nombre d'avantages à cette crise qu'on a vu en termes d'adoption de l'intelligence artificielle, même de la transformation de nos entreprises. Le télétravail, qui était quelque chose regardé de très loin en France, alors qu'aux États-Unis, tout le monde télétravaillait déjà quand j'y étais il y a 8 ans. Aujourd'hui, si on n'a pas de télétravail, les jeunes ne viennent pas travailler chez nous. Donc, ça a accéléré cette façon de penser qui est différente. Et oui, alors je ne souhaite pas qu'on ait un Covid tous les 5 ans. Ouais. Mais pas du tout, parce que pas du tout. Mais je pense honnêtement que ça fait avancer. Oui, ça fait des progrès. Comme le sida, ça fait évoluer l'immunologie de manière majeure. Mais ça a fait beaucoup de gens. Le COVID, mais je suis d'accord. Le Covid vis-à-vis d'une grosse institution comme la PHP, ça nous a, il y avait beaucoup de travail, mais ça nous a simplifié la tâche parce qu'ils ont enlevé des tas de procédures. Tout était facilité. Et on a vu qu'on ne travaillait pas plus mal, on a même plutôt bien travaillé. Donc il faudrait qu'on nous enlève un peu toutes ces étapes de réglementation qu'on Mais on est revenu. Ah bah oui, ils ont vite oublié. On n'est pas redescendu tout à fait au même niveau. Dans les entreprises, il n'a pas été oublié. On a le temps pour une autre. Une dernière question. Madame, pouvez vous présenter?
Bonjour, alors Sylvaine Dessart, moi je travaille chez Biocorp, on fait des dispositifs médicaux connectés, on appartient depuis peu à Novo Nordisk. Donc c'est ni un coup de gueule ni une question, c'est plus un rapport d'étonnement mais qui entraînera peut-être une réaction. Quand on a parlé des freins, on a beaucoup parlé de l'accès aux données, de la disponibilité de ces données, de leur protection. On a parlé d'argent et je suis un petit peu étonnée qu'on n'ait pas parlé de la confiance du patient dans les systèmes d'IA et notamment la fameuse boîte noire. Comment est-ce qu'on l'ouvre? Comment est-ce qu'on rend explicables toutes les données pour réinstaurer cette confiance qui semble fondamentale vraiment pour l'adoption, aussi bien par les patients que par les soignants? Je crois que vous avez tout à fait raison. Il faut acculturer tout le monde. Il faut acculturer ceux qui nous dirigent, il faut acculturer les professionnels de santé et il faut acculturer les patients. Leur expliquer que ça ne va pas être un algorithme très compliqué, etc. Il y a quand même quelqu'un derrière. La machine, il reste, le médecin, il va lui expliquer. Mais vous avez tout à fait raison. Et du coup, dans les tiers-lieux, un des objectifs, c'est d'aussi acculturer les patients et qu'ils voient que la solution qui est mise dans la vie réelle va leur être bénéfique. Mais vous avez tout à fait raison. Oui, et pour rebondir, c'est vrai que dans toutes les demandes de financement, aujourd'hui, il faut impliquer les patients dans la co-construction des algorithmes et des interfaces. La façon dont on les interface, c'est quelque chose qui est même quasiment obligatoire aujourd'hui. Vous ne pouvez plus aller à un grand européen, un ERC, sans développer cette partie-là. C'est important, c'est majeur. Et effectivement, la meilleure réponse, c'est les patients. Nous, quand on a déployé l'algo de Cell-Free DNA intégratif qui permet avec l'ADN du donneur de prédire chez quel patient une biopsie est inutile, je peux vous dire que quand il y a une belle publication scientifique, en plus qui vient du milieu académique français, et que le patient voit les résultats d'un essai clinique et nous on les invite à chacune de nos réunions de consortium et qu'en plus ils voient que on les appelle pour annuler des hospitalisations inutiles, ils sont très contents et c'est vrai qu'ils voient un peu à quoi ont servi toutes ces données qui ont été utilisées pour construire ces algos. Donc c'est un point effectivement majeur et qui est au centre du dispositif. L'intelligence artificielle, ça doit nous libérer du temps de cerveau en fait. En fait, l'objectif, c'est d'être plus humain parce qu'on a des outils qui vont automatiser les trucs chiants. Et je crois qu'en fait, plutôt que intelligence artificielle, ça doit être intelligence augmentée. Dommage que c'est artificiel parce que ça permet vraiment de faire des choses plus facilement. Ou incompétence assistée aussi, non? Oui. Incompétence assistée, ouais, ça peut être abusé. On peut terminer sur une note possible. David peut nous partager aussi. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, je suis content qu'on ait eu la question. Aujourd'hui, on voit quand même apparaître des rôles de patients experts, on a des associations de patients. Je pense que tous ces acteurs-là, ils sont de plus en plus structurés, il faut les inclure dans les démarches d'accès, de construction aussi, pour être sûr qu'on répond bien aux besoins déjà. Et donc ça, c'est un point de départ, mais quand on développe une IA, un outil quel qu'il soit, qui va être utilisé par le patient, il faut qu'on réponde bien à sa demande. Donc je pense qu'il y a de plus en plus maintenant de possibilités d'accès à des patients à travers des living labs ou des associations de patients, des patients experts. Ça, c'est un point. Si je reprends notre exemple du cancer du côlon, on est en train de mener une étude et il y a un pavé qui consiste à tester l'adoption du patient de cette IA. C'est-à-dire qu'on va... Alors c'est fait par des sociologues, ils vont poser des questions, mais on a une étude de préférence patient, c'est-à-dire qu'on va demander à des patients est-ce que vous seriez d'accord pour que l'IA fasse ce test pour vous et comment vous réagiriez si elle vous donnait un test positif? Est-ce que ce serait un impact sur votre décision de ne pas participer ou pas? Et là, on va mesurer quelque part l'impact de l'IA, mais pas de technique, mais l'impact d'adoption avant de pouvoir la lancer et de se dire, OK, si on la lance, finalement, le taux d'adoption qu'on peut imaginer à ce point-là, c'est que 20%. Et donc, ça va avoir un impact sur, finalement, le succès potentiel de l'IA. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on a intégré dans notre étude au départ parce qu'on sait que c'est le patient qui va décider, puisque au départ, on va lui demander son consentement. Si déjà il dit non, on ne peut pas utiliser le produit. Voilà. Mais ça, c'est bien pour si je peux me permettre, mais c'est pour un patient déjà. Mais pour la population générale, moi, je suis un peu provocateur, mais honnêtement, est-ce que quelqu'un a vu une communication simple et claire pour dire pourquoi se connecter sur mon espace santé? Non, mais quel est le bénéfice? Pourquoi j'irai mettre l'app? Pourquoi j'irai me connecter avec mes trucs Connect, la France Connect, etc. Je pense qu'il y a un rôle extrêmement important d'éducation. Ça commence dans les pays nordiques tout de suite. Et ce matin, on nous disait, vous savez, votre carte de sécurité sociale dans les pays nordiques, c'est aussi votre carte pour aller à la piscine, c'est aussi votre carte pour aller à la bibliothèque. C'est la même carte. Donc c'est banalisé d'une certaine façon. Aujourd'hui, quand on est patient et qu'on vous dit qu'il faut partager vos données, ça va améliorer votre pronostic, vos chances, etc., tout le monde fonce.
Personne va dire bah non, parce qu'en fait, on est dans le tuyau, donc voilà. Mais pour la vaste majorité, il faut avoir un rôle d'éducation et de dire mais tout ça, ça va servir à quoi? Et c'est nulle part. Oui, je suis d'accord. Et nous, on le sait parce qu'on est dans l'intelligence artificielle, on est dans des domaines, on est privilégiés, donc on le comprend. Mais pour la masse, pour la population générale, il y a un gros travail de fond d'éducation sur tout ça, ça va servir à quoi? C'est pas vous piquer vos données pour aller les vendre ailleurs, mais c'est améliorer le pronostic, vous donner plus de chances. Après, vous voulez pas. C'est comme quand vous faites votre test ADN. Vous voulez pas. Mais il faut que les gens comprennent aussi qu'il faut l'expliquer. La santé, ça coûte très très cher, et si on veut la préserver, il faut qu'on fasse tous des efforts, sinon ça va s'arrêter. Moi, j'avais une question. Est-ce qu'on se pose la même question sur les médicaments? Quand on prend un médicament, est-ce qu'on se dit on a besoin de comprendre ce qui fonctionne ou est-ce qu'on fait finalement confiance aux praticiens? Oui, c'est vrai. Quelle est la différence avec l'IA finalement? On fait confiance à l'anatomopathologiste, à l'oncologue ou au médecin prescripteur. Donc je pense que l'IA fait peur parce qu'on ne la connaît pas encore, on ne la maîtrise pas encore. Mais finalement, c'est le même processus que d'autres choses qu'on a déjà. Donc voilà, c'était mon point de vue. Tout à fait. Eh ben, c'est bien, ça donne le thème de la prochaine table ronde où il faudra inviter des éthiciens, des philosophes et des sociologues en complément. En tout cas, on avait un magnifique panel, on a beaucoup de chance. Mille merci Valérie, Sanae, Thibaut, David et Alexandre. C'était un privilège de vous écouter, d'échanger avec vous. Merci à tous pour votre attention et votre collaboration.